Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau top 10 du mois où je partage mes découvertes de lecture, de jeux de rôle, autant pour des suppléments, des jeux de base ou tout simplement des aides de jeu pour le mois de janvier 2024. Et oui, nouvelle année, ça va bientôt faire un an que je fais cet exercice-là qui demande quand même du temps de préparation, beaucoup de lecture, beaucoup de montage, animation, rédaction, enregistrement, bref, c'est quand même de la job, mais je pense que les retours sont au rendez-vous. Je pense que c'est un exercice qui est apprécié aussi. J'espère vous faire découvrir des belles choses et j'espère découvrir aussi des belles choses au courant de l'année 2024. Et ainsi, on commence avec le numéro 10, Les Chiennes du Fuel de Ulysse Charib. Ambiance plateforme pétrolière. Machiniste d'une plateforme pétrolière à réparer les machines jusqu'au tendon cassé, jusqu'à la folie. Entre solitude et cauchemar, survivront-ils à être des chiennes du fuel? Une aventure le temps d'une soirée de 4 heures au sein de machines suintant la sueur, de murmures paranoïaques et de chiens fous. Les chiennes du fuel plutôt, est un scénario destiné au premier abord pour le système Tribute, disponible sur rafiofringant.com, mais il peut être joué avec les systèmes que vous souhaitez. Je vais le dire d'emblée, je ne connaissais pas les créatrices et créateurs, ou créateurs plutôt, derrière les productions de Ulysse Charib, et je dois dire que je suis particulièrement charmé par la touche visuelle, l'accessibilité francophone, et plein de scénarios qui sont en pay what you want, vous payez un peu ce que vous souhaitez, et le contenu aussi en général, qui est très intéressant. Également, je ne connaissais pas le système Tribute, bien que j'en ai entendu parler, et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, le scénario peut s'adapter à pas mal de systèmes, ce qui pour moi est un plus. Le tout se présente sur un 2 pages condensé avec une série de défis auxquels les personnages font face à différents moments de la partie, et les défis en fait vont souvent s'afficher comme étant les difficultés quotidiennes que doivent surmonter les employés de cette plateforme pétrolière, et bien sûr des petits secrets, des petits twists. C'est suintant, c'est difficile, c'est intéressant. J'apprécie le format très court et je pense que ça pourrait intéresser plus d'un parmi vous. On continue avec le numéro 9, Meatheads. Les petits jeux de rôle ne vous conviennent pas. Vous en avez assez des petits voleurs et des sorciers à tête d'œuf. Vous voulez être assez fort pour tordre les règles par vous-même. C'est désormais possible avec le puissant jeu de rôle Meathead. C'est carburé par Original D&D, c'est un rétro-clone, dans le fond, vraiment, qui va s'inspirer des premières versions de D&D, avec une inspiration venant du jeu White Hack, Wolves Upon the Coast et Troika. Meathead, c'est un jeu de rôle, tout ce qu'il y a de plus bourrin, tout ce qu'il y a de vraiment de plus violent, où vous jouez des gars costauds, des filles costaudes qui vont aller taper dans des monstres. C'est pour les fans de Conan le Barbare, c'est pour les fans de Master of the Universe, c'est pour les fans d'Hercule, de culturisme, de lutte aussi également. C'est vraiment facile à lire. Là, c'est très facile aussi à convertir à d'autres jeux si besoin est. C'est très old school. Meathead s'aventure un peu dans toutes les styles et genres des premières versions de D&D justement. L'usine de 28 pages comprend la création de personnages et comment jouer l'animation en soi, les règles. Il y a des conseils qui sont donnés pour le maître de jeu. Il y a des personnages pré-tirés qui sont déjà prêts à être utilisés et après à taper dans le tas. Le tout est en noir et blanc. Vous pouvez imprimer ça chez vous sans problème. C'est une version de base, alors que Meatheads va revenir en 2024 avec une version en couleur plus complète, avec plus de stock à l'intérieur. Il y a aussi une aventure disponible déjà dans le livre de base, le petit volume de 28 pages qui s'appelle Wrestling the Muscle Cult, où est-ce que dans le fond vous devez éliminer un culte de personnes musclées qui a pris place, juste le dire, je trouve ça cave, qui s'est niché en fait dans un temple sur le flanc d'une colline, et oh mon dieu, j'ai trouvé ça drôle comme jeu, c'est vraiment dans cette espèce de grande, puis je suis vraiment d'accord, j'ai vu ce commentaire-là passer sur Internet, dans cette grande mer de rétro-clones inspirés de D&D original, avec des hacks, des révisions, des réinterprétations, des remanières de jouer, des quelques petits changements ici et là pour, disons, changer une saveur dans le jeu de base. D&D a été repris à toutes les sauces. L'original D&D a été repris à toutes les sauces et à toutes les manières, mais Meatheads, je trouve, réussit à tirer son épingle du jeu avec justement son concept original, qui est beaucoup plus hilarant, beaucoup plus drôle, sans pour autant perdre de sa saveur. Alors que oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec les inspirations, Conan le Barbare, les Master of the Universe ou Hercule encore, eh bien, ce sont des référents qu'on retrouve réellement à l'intérieur du jeu, ce qui fait, en mon humble avis, une réussite. C'est bien écrit, c'est imaginatif, c'est plein de fantasy.
Il y a plein de suppléments déjà qui sont sortis. Des règles optionnelles, des aventures, des plus. Il y a plein de stocks. Et pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir le contenu final lorsque le jeu va être lancé au complet. Qu'est-ce que ça va proposer en termes de rétro-clone, en termes de réinterprétation justement de la vieille école de D&D. Pour ma part, je suis déjà vendu, déjà avec la prémisse de jouer des personnages musclés. Ça me fait vraiment rire, je trouve ça super amusant. Numéro 8, The Curse of Ganshogr. Le roi des oies est accroupi dans sa grande maison au milieu des champs verdoyants qui ont été gagnés à la guerre par ses ancêtres. Il se régale chaque soir du gazon le plus succulent, des vins étrangers les plus riches et des laitues les plus fines. Et dans l'obscurité marécageuse à l'extérieur de son château, son royaume s'effondre et son peuple souffre. Et dans le grand marais, un endroit où la terre est dévorée, où des oiseaux de terreur hurlent la nuit, on peut entendre le cri du Ganshogr. Il est revenu, cette grande créature dangereuse qui veut la mort du roi des oies, et vous êtes engagé, en fait, pour aller tuer le Ganshogr en question. En fait, The Curse of Ganshogr est une aventure OSR qui, à la base, est publiée pour le jeu des Errant, mais qui peut, encore une fois, être facilement adaptable un peu à ce que vous voulez. Vous avez une visite guidée des marais entourant le royaume du roi. Vous avez les explications, en fait, l'histoire en général du royaume. Un donjon de 10 pièces où le Ganshogr a élu domicile. Et pour les gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'un Ganshogr? Eh bien, c'est une gigantesque oie géante. C'est un peu comme un genre de dragon, mais remplacer le dragon par une oie. Il y a une panoplie d'ennemis, des personnages hauts en couleur. C'est très conte de fées, je trouve, et c'est très bon, en fait. C'est très, très bien fait. Une excellente saveur OSR. Moi, ce que j'apprécie énormément, en plus, c'est que au-delà d'être quelque chose qui est très typique old school aussi également, eh bien, il y a une personnalité. Il y a vraiment quelque chose qui en ressort. Et là, définitivement, on s'entend, là, c'est assez caractériel avec la grande oie géante qui veut attaquer et le roi oie également. Roi oie, ça se dit-tu assez mal? Qui veut également engager des gens pour pouvoir mettre un terme à l'existence de la bête. Plein de petits secrets ici et là, de l'exploration. Bref, un peu de tout si vous voulez expérimenter une aventure qui va peut-être surprendre vos joueurs au-delà du simple fait d'aller combattre un dragon. Eh bien, vous allez combattre une oie géante. Le tout étant Pay What You Want. Pour vrai, ce produit-là, gratuit, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Les liens, bien sûr, sont disponibles dans la description de la vidéo. Numéro 7, Weird NPC for Cyberpunk de Dr. Vodka. Eh bien là, c'est un petit halo que je fais à Dr. Vodka qui est un animateur, un créateur, un collègue de passionnés de jeux de rôle qui apprécie énormément justement tout ce qui touche l'horreur, le macabre et le sombre. Eh bien, il est aussi illustrateur. Il fait ses illustrations pour ses parties, entre autres, qu'il anime sur la chaîne de Time to Roll, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, mais il me semble que c'est ça. De toute façon, le logo va apparaître pour être sûr que je ne me trompe pas. Et il fait ses illustrations lui-même et il a mis en ligne un pack que vous pouvez télécharger de petites images, petites illustrations qui représentent des figures de côté pour des personnages non joueurs, des NPC, des PNJ, dans une ambiance cyberpunk. Donc pour Cyborg, Cyberpunk 2077, je sais pas trop, j'ai pas suivi la suite de la gamme de Cyberpunk, mais tout ce qui touche un peu futur dystopique, il y a des belles illustrations qu'il a fait et qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser et qui sont aussi utilisables dans un contexte commercial. C'est compatible. Ça ouvre des portes. Si jamais vous cherchez des illustrations à incorporer dans vos propres modules maison que vous vendez, eh bien, il est possible de le faire avec ces images-là. Moi, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément. J'utilise beaucoup de packs d'images pour mes scénarios vendus dans le commercial. Donc, merci Dr. Vodka. Très apprécié. C'est vraiment un petit clin d'œil que je fais, mais c'est une de mes découvertes du mois. Je trouve que ça valait vraiment la peine d'en faire mention. Numéro 6, Chaos Ring, traduit en français par GP. C'est un hack des règles de combat pour Original D&D, donc le premier D&D. Le tout tient sur 4 pages. Ça se veut rapide, ça se veut violent. Ça va nécessiter que vous possédiez déjà de base les règles de D&D, l'origine, le premier, et ou un autre rétro-clone semblable. Et en fait, le petit livret ne va toucher que le combat. Et ça va utiliser 2d6. Donc, vous avez
Donjon Dragon qui est un tout, et vous allez pouvoir retirer tout ce qui est combat et le remplacer par Chaos Ring. Et c'était un peu ça aussi dans le temps, dans le sens que ces vieilles versions-là, les mécaniques étaient souvent, on va dire, distancées les unes des autres, n'étaient pas connectées ou n'avaient pas d'influence les unes sur les autres, et il était ainsi plus facile d'aller retirer certains éléments et de le changer par quelque chose d'autre qui nous plaît. Et c'est un peu ça que propose Chaos Ring pour ce qui est du combat, alors que ça va proposer des mécaniques qui sont un peu plus rapides, qui vont offrir plus de possibilités, plus de maniabilité, aussi plus de manœuvres, vous allez avoir plus d'action, la possibilité de faire des dommages supplémentaires, bref, quelque chose d'assez fluide, quelque chose d'assez rapide. Je m'étais dit que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes, puis en plus, il est traduit en français, fait que c'est quand même très cool. Je maintiens ma tentative de vouloir proposer plus de stock en français que je découvre sur les internets. N'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous découvrez des éléments ici et là, des petites surprises francophones. Ça va me faire plaisir d'en parler éventuellement, un peu comme je le fais avec Chaos Ring, traduit en français par JP. Numéro 5, il s'agit de Greenjacker de Penflower Inc., un jeu de rôle dans lequel vous allez tenter de mettre de l'avant une révolution solarpunk au milieu d'une dystopie cyberpunk. On dit solarpunk, c'est-à-dire une révolution centrée sur l'utilisation de l'énergie solaire et donc d'une énergie renouvelable, écologiquement plus responsable. Et vous allez incarner une bande de Greenjackers, des activistes révolutionnaires qui doivent vivre dans une cité-état hyper capitaliste, construite au milieu des ruines d'un effondrement écologique mondial, et vous allez devoir naviguer dans une métropole qui est dirigée par le conglomérat, c'est-à-dire un syndicat de bureaucrates du gouvernement et de dirigeants de méga corporations. J'ai trouvé ça très cool. Pour vrai, ma lecture, je trouve ça super intéressant, c'est rafraîchissant, ça a une ambiance un peu plus positive, contrairement à d'autres jeux cyberpunk que tu peux voir, parce que justement, un jeu de type plus solarpunk, il n'est pas le seul du genre, mais qui a une prémisse cyberpunk dans laquelle il faut évoluer et tenter de faire une révolution. Je trouve ça intéressant. Et ça utilise un système de jeu que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le 4-Point RPG. C'est-à-dire que c'est un système de jeu qui va utiliser en fait des points d'énergie. Et lorsque un personnage souhaite effectuer une action, quelque chose qui aurait des conséquences importantes, le joueur ou la joueuse qui dirige le personnage a deux options. Soit qu'il dépense un certain nombre de points d'énergie en échange de divers degrés de réussite pour réussir l'action qu'il veut faire, ou soit il veut tester sa chance en lançant un dé à 6 faces. Et je ne connaissais pas du tout ça. Ça me rappelle certains autres jeux que j'ai lus récemment où justement il y a la possibilité de dépenser des points pour pouvoir améliorer ses chances de réussite, ou du moins réussir tout simplement. Et au cas si on veut jouer avec le hasard, lancer un dé, je trouve ça vraiment intéressant. La prémisse était cool, les dessins sont vraiment cool. Beaucoup de stock en quelques pages seulement. Ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, jetez un coup d'œil, ça pourrait peut-être vous plaire. Mon numéro 4, je l'ai présentement dans mes mains, je l'ai reçu récemment et je l'ai dévoré au complet tellement j'ai trouvé ça bon. Il s'agit de In Other Waters Tide Break pour Mothership. Un supplément pour Mothership. Oui, je pense que je commence à avoir hâte que la boîte arrive parce que je parle de Mothership, je trouve quand même assez souvent dans mes découvertes du mois. Et chose que je ne savais pas au moment où j'ai backé ce petit volume très très cool, c'est que c'est un jeu vidéo à la base. In Other Waters, si vous allez regarder sur votre plateforme de jeux vidéo préférée, c'est un jeu dans lequel vous incarnez une intelligence artificielle qui étudie des spécimens sur une planète. Et c'est un peu ça, en fait. In Tide Break, ça se déroule dans le même univers, c'est le même concept, où vous vous retrouvez en fait sur une planète et vous devez étudier les différentes formes de vie. Fait que là, pour vrai, quand j'ai lu ça, quand j'ai juste lu la prémisse, moi j'étais un grand fan de Subnautica. Subnautica est un autre jeu vidéo que j'adore d'amour. Et quand j'ai lu cette prémisse-là de me dire, waouh, un jeu de science-fiction dans lequel on débarque sur une planète marine et qu'on va étudier des spécimens vivants, des créatures sous-marines dans laquelle il y a des menaces, mais aussi de la beauté, on va dire de l'exploration et des découvertes, c'est venu immédiatement titiller, on va dire, ce que j'apprécie énormément de jeux de rôle, c'est-à-dire justement la découverte. Et lorsque j'ai reçu ce beau volume que je tiens mes enfants dans les mains, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent en audio, eh bien j'ai également aussi reçu justement une espèce de petit condensé avec tout le nécessaire pour partir à l'aventure sur cette fameuse planète avec des cartes qui représentent pour l'étude des espèces, mais aussi justement une grande carte à déplier qui représente les différentes zones de la planète à explorer. Et à l'intérieur, tout est illustré, il y a des éléments en couleur, il y a l'espèce de la même palette de couleurs jaune et verte, bleu que le jeu vidéo possède également, et des illustrations des différents spécimens marins qu'on peut découvrir avec leurs particularités. C'est vraiment venu me chercher sur
quelque chose d'assez pointu que j'aime énormément et je n'avais pas encore eu le plaisir de mettre ma main sur ce type de produit-là. Et là, pour vrai, en lisant Tidebreak, j'ai vraiment été charmé, j'ai vraiment été conquis avec des personnages non-joueurs, des menaces, des dangers, on va dire des découvertes. Pour vrai, moi, un jeu de découverte, de science-fiction, c'est-tu cool un peu? C'est le genre de choses que je trouve qu'il n'y a pas assez. J'en veux toujours plus. Bref, si vous êtes un peu fan de Mothership et si vous avez été un fan de Subnautica, vous ne pouvez pas passer à côté de ce supplément. C'est exactement fait pour vous, donc il était fait pour moi. Je ne sais pas s'il est sorti au moment, je ne sais pas s'il est disponible pour tout le monde au moment où cette vidéo-là va sortir. Mais je vais quand même mettre en lien dans la description de la vidéo les différentes informations importantes pouvant peut-être mener jusqu'à un site où vous pourriez peut-être le télécharger. Je suis pas mal sûr qu'il doit être disponible en version PDF dès maintenant, mais version physique, il ne doit pas encore l'être. Bref, In Other Waters, Tidebreak pour Mothership, un supplément d'exploration sur une planète étrange et merveilleuse. Jetez un coup d'œil à ça, c'est du bonbon. Numéro 3, Les secrets de Pachacaba d'Antoine Fouache. Une enquête horrifique. L'histoire se déroule en 1931 lors d'une expédition archéologique au cœur de la ville de Lille. Les personnages joueurs font partie d'une équipe d'expédition ayant découvert une mystérieuse momie sud-américaine et alors qu'ils exposent leur découverte, de tragiques événements vont venir perturber leur spectacle et faire parler la ville. Pour rester en vie, les joueurs et les joueuses vont devoir conjurer la malédiction de Pachacaba et découvrir ses secrets. C'est concis. C'est adaptable, c'est merveilleux. Pour vrai, je suis un très grand fan des histoires d'horreur, d'enquête que fait Antoine parce que il y a un petit côté, il y a un gros côté en fait qui est très appel de Cthulhu, mais beaucoup moins verbomoteur et beaucoup moins, on va dire, encastré de l'information dans ma tête. Ça va au strict minimum, c'est très concis, c'est très, justement, je trouve qu'il y a une approche qui est très NSR, OSR, quelque chose de très moderne où on va vraiment donner de l'information et laisser aussi le plaisir au maître de jeu de créer sur le côté, créer un peu ce qu'il veut en même temps en parallèle. Ça n'a pas vraiment besoin d'être le plus tatillon sur le détail le plus concis possible, on nous donne l'important et ce qui est vraiment parfait avec ça. Encore une fois, Antoine, je félicite, je te lève mon chapeau pour la mise en page, les photos, les dessins, les illustrations, les informations aussi données qui sont spécifiques pour le meneur. C'est le genre de choses que je verrai très bien à Horreur Liminale, petit clin d'œil, un jeu que je vais éventuellement bientôt parler sur la chaîne, je l'espère. Donc, pour vrai, si vous êtes intéressé par un scénario francophone, encore une fois, qui fait digne des plus belles aventures modules de l'appel de Cthulhu, eh bien, Les secrets de Pachacapa d'Antoine Fouache, ça vaut amplement l'expérience. Numéro 2, Pray No More. Devenez un animal, un agent de Pray No More. Une milice secrète peu organisée qui partage un objectif simple, se venger à tout prix de la société secrète qui a détruit vos vies. Pour les médias, vous êtes des anarchistes, des hackers et des maniaques qui se cachent derrière les masques d'animaux. Et pour le gouvernement, eh bien, vous êtes des terroristes. Ils vous considèrent comme un danger pour la société et ils n'ont pas tout à fait tort. Tout à l'heure, je parlais de mon amour pour Subnautica. Eh bien, Pray No More vient en fait me titiller un amour pour un autre jeu vidéo indépendant que j'ai énormément apprécié, Hotline Miami. Parce que oui, vous incarnez des maniaques qui vont porter des masques d'animaux et qui vont aller attaquer des sociétés secrètes et des clubs d'élite, des conglomérats monopolistiques, des agences à 3 lettres, des cultes sans nom. Bref, vous allez attaquer toutes les personnes qui en veulent du mal à vous et à votre famille, et vous allez porter des masques d'animaux qui vont vous donner des capacités particulières. Juste, la prémisse de base est venue énormément me chercher. J'étais vraiment comme « Oh! » Wow, ça c'est cool. J'étais curieux de voir justement les règles, comment est-ce que ça allait s'agencer, parce que Hotline Miami a ce petit quelque chose qui fait en sorte que c'est extrêmement frénétique et ça n'arrête jamais. J'étais curieux de voir. Eh bien, en fait, chose que je ne savais pas au moment de ma lecture, c'est qu'en fait, Pray No More est un supplément pour l'ensemble de règles viscérales. Et viscérales, en fait, c'est seulement des règles que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur Itch.io. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a toutes les règles présentes avec également aussi des feuilles de personnages que vous pouvez utiliser.
Et Visceral, en fait, il n'y a pas d'univers préétabli. Vous pouvez l'utiliser pour un peu n'importe quoi, bien qu'il est conseillé pour du Grindhouse, du Dark Fantasy, du Néo-Noir, du Cyberpunk, mais la nature du jeu demeure libre et il peut s'adapter au genre, au cadre que vous désirez. Et comment ça fonctionne, en fait, c'est que bien sûr, il y a un meneur avec plusieurs joueurs ou joueuses, avec des feuilles de personnages, mais le cœur du système va utiliser un paquet de D6. Et lorsque vous souhaitez accomplir quelque chose, eh bien, vous allez lancer des D6. Mais la twist, c'est que moins vous lancez de dés, mieux c'est. Parce que les résultats de dés vont se lire comme suit. C'est que 1-6 est un échec et 1-1 c'est un coup. Donc, cela signifie que lorsque vous lancez vos dés, c'est un succès s'il n'y a pas de 6 ni de 1. C'est un succès avec un coup s'il n'y a pas de 6 mais qu'il y a un 1 oui. C'est un échec s'il y a un 6 mais pas de 1. Et c'est un échec avec un coup s'il y a un 6 et un 1. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et c'est plus intéressant de lancer moins de dés que plus. C'est une mécanique intéressante que j'ai pas vue souvent dans d'autres jeux, même que j'ai vraiment pas vu ça. En fait, je pense que c'est la première fois que je vois ça dans cette formule-là. Et je suis vraiment très curieux de l'essayer, surtout avec Pray No More. Je pense que ça me donne vraiment le goût. Ça a l'air super rapide parce que justement, tu as le goût que ce soit le plus simple possible. Tu as le goût de lancer moins de dés. Donc, moins de calcul, moins d'interprétation, moins de prise en main. Tu veux lancer juste un dé parce que tu sais que ton pourcentage de chance d'avoir pas de 6, pas de 1 est plus élevé que de lancer plusieurs dés. Donc, ouais. Visceral, Pray No More, un beau combo à essayer très prochainement, je l'espère. Et finalement, mon numéro 1, il s'agit de Green Horns, le Quick Start. Et je dis le Quick Start parce que le jeu est présentement en financement participatif sur Kickstarter au moment où cette vidéo sort. Que je vais mettre aussi le lien en plus du Quick Start. Green Horns est venu frapper dans un style de jeu assez pointu qui, je pense, n'est pas pour tout le monde, mais qui, pour moi, vient faire vibrer on dirait des mécaniques, ou du moins une ambiance que j'apprécie énormément, c'est-à-dire de la science fantasy, rappelant un peu Troika, rappelant un peu, justement, Master of the Universe ou She-Ra et des choses comme ça. Ça va utiliser le système de Together We Go, qui a été créé par Marcus Linderum et développé par Tony Vazinda. C'est une ambiance très OSR avec une mécanique D20 où est-ce que vous devez atteindre des niveaux de difficulté en lançant. Et lorsque vous lancez votre D20, vous devez ajouter à cela votre niveau de personnage, votre level. Et c'est très bien pensé. C'est très léger aussi, on s'entend. C'est pas du tout du grosse mécanique bien complexe et bien difficile à comprendre. Et dans Green Horns, eh bien, vous incarnez des Cruxiens. C'est juste le nom me fait rire. Vous allez dans le fond vouloir protéger votre planète contre des anomalies vengeresses et vous êtes donc des espèces de presque comme des Power Rangers de l'espace où vous devez faire 1001 missions, vous rassembler pour aller attaquer une planète ennemie ou dans laquelle il va y avoir des créatures étranges, des anomalies de l'espace et les planètes peuvent être générées à la manière d'un donjon et des missions pour chasser des primes, retrouver des criminels. Il y a plusieurs classes différentes qui vont justement marier l'espèce de genre un peu science fantasy, c'est-à-dire une sorcière de lumière ou au contraire juste quelqu'un qui va avoir un fichu de gros gun dans les mains, qui va vouloir tirer du gun dans l'espace. C'est juste quelque chose que j'aime beaucoup en général parce que c'est très ouvert, c'est très personnalisable, il y a une base qui est très comment je pourrais dire ça, pas vraiment concrète, mais très tangible. On s'entend, c'est très caractériel encore une fois à la base, de prime abord. C'est facile de comprendre dans quoi est-ce qu'on s'embarque et c'est facile par la suite de construire par-dessus. Et c'est ce que Green Horns propose. Et l'ensemble est un tout, un bac à sable en constante évolution qu'on peut manipuler, transformer, faire un peu ce qu'on veut avec. Et c'est ce que Green Horns propose parce qu'il y a la prémisse qui est très forte et qu'on comprend dans quoi on s'embarque. Mais le reste, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le manipulez, qui peuvent mettre de l'avant ce que vous souhaitez comme aventure avec vos guerriers de l'espace, vos explorateurs spatials. C'est très pointu, c'est très précis. Je comprends très bien que ça ne viendra pas être de la tasse de thé de tout le monde. Mais pour moi, c'est mon petit quelque chose. C'est mon numéro 1 personnel que j'aime beaucoup. Alors que je suis conscient qu'il y a d'autres présentations ou d'autres modules ou jeux suppléments qui ont été mentionnés dans ce top 10 qui pourraient peut-être être plus intéressants pour vous. Mais, hey, ça reste que c'est mon top 10 de janvier, ce sont mes découvertes. J'espère que vous avez apprécié ça. Ça finit déjà. Ça finit déjà 10 découvertes pour le mois de janvier 2024. On se retrouve en février 2024 pour possiblement un spécial
jeu sur l'amour, je sais pas, je dis ça de même pour vrai, j'ai aucune idée ce que de février me réserve. N'hésitez pas, si jamais vous avez des choses à partager, des découvertes, des découvertes francophones à me partager, vous pouvez m'écrire en privé, écrire sur le Facebook de Coup Critique ou même en courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.